Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. 85 morts et plus de 400 blessés, c'est le bilan des violences post-électorales d'octobre 2020. En conférence de presse ce lundi, le procureur de la République a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête. Le document fait la lumière sur les violences survenues avant, pendant et après l'élection présidentielle et les coupables seront poursuivis. 36 cuniculteurs sinistrés en 2020 par l'épisodie de la fièvre hémorragique virale du lapin viennent d'être indemnisés par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ils ont reçu jeudi dernier un chèque d'une valeur de 36 millions de francs CFA, ainsi que 150 lapins reproducteurs dont la valeur est estimée à 30 millions. Décédé dimanche à l'âge de 90 ans, l'archevêque anglican Desmond Tutu sera honoré toute la semaine. Plusieurs cérémonies auront lieu à travers toute l'Afrique du Sud jusqu'à son inhumation prévue samedi 1er janvier. Bien avant, ses obsèques se tiendront samedi prochain à la cathédrale Saint-Georges du Cap. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Christophe Richard Adou était devant la presse. Ce lundi, le procureur de la République a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête. Le document revient sur les événements malheureux de la crise post-électorale du 31 octobre 2020. Environ 233 personnes ont été interpellées dans plusieurs localités du pays. Elles devront répondre de leurs actes devant la loi. Abou Sanogo. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, présente le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, qui ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. Selon Adou Richard Christophe, des investigations ont été menées pour apporter une réponse judiciaire appropriée aux infractions graves commises. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes, notamment Daoukro, Divo, Bonois, Abidjan, Yamsoukro, etc., et de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaires, soit en tant qu'auteurs matériels des faits. Plusieurs personnes ont été interpellées. 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchés pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumés avoir commis des crimes gravuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Adou Richard Christophe rappelle que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale. L'objectif étant, selon lui, de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises, surtout à chaque période électorale. En visite de travail en France, Nassé Batouré a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'autonomisation des femmes. Dans son exposé, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis un accent particulier sur le projet FAFSI de la première dame Dominique Ouattara. La rencontre faisait suite au forum Génération Égalité, un forum qui s'est tenu sur le sol français en juin dernier. On fait le point avec Mahama Traoré. À l'origine de cette rencontre ministérielle, la volonté de la France de renforcer son partenariat avec le Bénin, le Cap-Vert, le Togo, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, afin de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes. Le rôle des femmes
sur le continent africain, mais partout dans le monde, est important. Nous savons combien ce rôle a pendant longtemps été minimisé. Et nous savons que nous ne parviendrons pas à avoir un monde équilibré et un monde juste si nous continuons de laisser sur le bas-côté 52% de la population mondiale. Avec ses homologues, Elisabeth Moreno a donc examiné la condition et la place de la femme au sein des pays invités à cette rencontre. Occasion est donnée à chaque ministre d'exposer sur les politiques et programmes entrepris dans son pays pour favoriser l'autonomisation économique et financière des femmes. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la ministre Nassene Batouré a fait cas des initiatives nationales. Nous avons un fonds qui a été mis en place, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, au jour d'aujourd'hui, qui a pu rendre 260 000 femmes autonomes. 260 000 femmes sur l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire compte 26 millions d'habitants et 38% sont des femmes. Autre mécanisme d'autonomisation qui connaît un franc succès en Côte d'Ivoire, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un dispositif de microcrédit alloué à plus de 260 000 femmes bénéficiaires sur l'étendue du territoire national. Si le pays semble être sur une bonne lancée, les violences basées sur le genre VBG se posent en obstacle. À ce jour, nous avons installé sur l'ensemble du territoire national 79 plateformes de lutte contre les VBG. Et nous avons 42 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et les brigades. Elisabeth Moreno annonce poursuivre ses échanges avec les États africains sur la situation de la gente féminine, ce dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain. Retour à Abidjan où l'ambassadeur de la Corée du Sud a été reçu en audience par le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Avec le diplomate coréen Epiphan Zorobi-Balo a fait le bilan de la coopération entre nos deux pays. Alec Lavry, Jean-Jacques Kwame. Après le patronat coréen, c'est au tour de l'ambassadeur de la République de Corée d'être reçu en audience par le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. La fin de l'année 2021 est l'occasion de faire le point de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption. L'une des actions sur lesquelles nous avons échangé, c'est de travailler sur des programmes de renforcement de capacité des fonctionnaires ivoiriens et des fonctionnaires également des cadres du secteur privé dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons sollicité la collaboration de COICA, l'approche de COICA qui est l'agence coréenne de coopération. Autre axe abordé, la digitalisation du contrôle de la corruption. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption. Cette plateforme va être lancée dès le mois de janvier sous la houlette de Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Il serait bien, dans le fonctionnement de cette plateforme, nous puissions arriver à un niveau de contrôle de la corruption que la Corée a pu atteindre. Un accord de principe est défini avec la République de Corée pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ce système de contrôle digital des cas de corruption. Toujours à Abidjan, un atelier a réuni récemment des experts de l'enseignement technique et ceux de la promotion de la jeunesse. La rencontre a été présidée par le ministre Mamadou Touré. Il a appelé les deux entités à collaborer davantage pour une meilleure insertion des jeunes vulnérables issus des centres de services civiques. Théodore Zouzou, Franck Kodjo pour le commentaire. Faciliter l'employabilité et l'insertion des jeunes des centres de services civiques de Côte d'Ivoire est le défi de la tutelle. En collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, des référentiels de formation sont soumis à analyse et validés par les experts des deux ministères. Ces deux ministères ont décidé de collaborer étroitement afin de proposer des produits à nos élèves pour qu'ils soient mieux formés et pour qu'ils puissent facilement s'insérer après dans la vie active. Le contenu harmonisé des compétences générales, la liste des métiers, l'approche par compétences constituent ces référentiels adoptés remis au ministre Mamadou Touré. C'est le fruit vraiment d'une bonne collaboration que nous avons mis en place depuis avril, où les deux départements ministériels travaillent conjointement. Et cela a permis donc de faire des avancées sur pas mal de questions. Je me réjouis donc qu'aujourd'hui, en tout cas dans certains métiers, on ait pu donc établir donc des documents qui vont servir à délivrer donc un contenu donc de formation
et des certificats donc, à des jeunes qui seront formés dans les centres de services civiques. Il nous faut, tout en nous félicitant du travail qui a été fait, il nous faut poursuivre pour donc, cibler d'autres métiers qui peuvent donc, faire l'objet d'un travail de référencement. Le ministre Mamadou Touré exhorte les experts des deux ministères à continuer dans cette dynamique de collaboration et invite l'Office du service civique national à répertorier de nouveaux métiers. 14 centres de service civique seront bientôt ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Et sur un tout autre plan, 10 000 lapins seront vaccinés contre la fièvre hémorragique de l'espèce animale. On se rappelle que l'épisodie de la fièvre hémorragique avait causé de grosses pertes aux producteurs de la filière il y a un an. Les cuniculteurs sinistrés ont été indemnisés par le ministre Sidi Temoko Touré. C'était jeudi dernier. Ils ont reçu un chèque de plus de 36 millions de francs CFA. C'est un reportage de Jean-Marc Djadji. Depuis 2016, la filière canicole ou encore l'élevage de lapins est fragilisée par une crise sanitaire. Sur 20 000 lapins producteurs, 13 479 sont morts, causés par l'épisodie de la fièvre hémorragique virale. Cette maladie a conduit les éleveurs dans une situation de sinistre. À la rescousse, le ministère de tutelle vient avec une stratégie en faveur de 36 éleveurs. Aujourd'hui, nous avons perdu environ 72% de nos cheptels. Ça veut dire que ce mois de décembre, les éleveurs de lapins n'auront rien à vendre. Tout est mort. Donc ce soutien va au moins donner la vie à la structure. C'est pas de trop. On va demander encore un peu plus pour que ça parte un peu vite. On remercie le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Temoko, pour cette indemnisation. Au nombre des mesures prises par le ministère pour soulager les sinistrés, la vaccination des lapins. Le coup d'envoi est lancé par le ministre Sidi Touré. Une sensibilisation au cours de laquelle il a exhorté les éleveurs à respecter les mesures d'hygiène édictées. Je voudrais vous exhorter à protéger vos élevages et ceux de vos voisins en respectant les précautions suivantes. Deuxième élément, c'est de surveiller quotidiennement l'apparition de signes de maladie chez vos lapins. Et enfin, ne partagez pas de matériel et d'équipement avec d'autres propriétaires d'animaux. Vous n'oublierez surtout pas de contrôler la circulation humaine en interdisant l'accès de vos élevages aux personnes non autorisées. Et enfin, vaccinez vos lapins chaque 8 mois contre la fièvre hémorragique virale du lapin. La filière canicole, c'est plus de 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects pour les jeunes. Elle contribue également à soulager les familles précaires. On s'intéresse maintenant au tourisme. Les belles plages de Côte d'Ivoire ont appelé les investisseurs à bâtir des réceptifs hôteliers de qualité, améliorant ainsi l'offre touristique de notre pays. Le Sud-Ouest est un exemple parmi tant d'autres. À Grand Bérébi, vous pourrez découvrir sur votre passage la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana. De passage dans la localité, nos reporters ont jeté un coup de projecteur sur les ambitions du conseil municipal. C'est un focus réalisé par Noël Niayo. Roc, un village du périmètre communal de Grand Bérébi. Il est situé à une dizaine de kilomètres de la commune et à 1 heure de San Pedro, la capitale régionale. Au nombre des curiosités à découvrir dans ce village, cette tombe. La tombe du grand-père de feu Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen. C'est le père du père de Kwame Nkrumah. Ibar Giro, qui a fait Giro Yuru, et Yuru, qui est le père de Kwame Nkrumah. Notre interlocuteur du jour nous situe sur l'historique de la tombe. Nous avons reçu un blanc en 70, dans le temps, avec les vieux, qui a parcouru toute la région de Grand Bérébi. Il est resté à Rogue pendant près de 10 ans. Et au moment où il posait les questions aux parents, un cousin de Kwame Nkrumah était mort au Libéria. Donc, les sœurs de Kwame Nkrumah qui étaient au Libéria l'ont accompagné. Et il a croisé ces femmes-là. C'est les femmes-là même précisément qui leur ont donné tous les renseignements. Et il a fait le livre. C'est à partir du livre que j'ai appris ça. Valoriser cette tombe, en faire un site touristique à visiter, voilà la préoccupation des populations. Nous voulons que cette tombe soit valorisée. Puisque c'est un site touristique et il y a des gens qui viendront visiter.
Mais jusqu'à présent, nous pleurons. Nous n'avons pas, on ne sait pas par quels moyens il faut entourer. Surtout que les opérateurs économiques l'ont déjà inscrite sur leur circuit. Ça fait partie des sites touristiques que nous proposons, au même titre que d'autres sites naturels, qui est la visite sur la rivière Néro pour aller à la rencontre des singes, d'aller aussi à Tabaoulé pour aller voir les piscines naturelles, ou bien de les emmener sur les grandes plages qui sont juste à côté de l'hôtel pour aller voir au moment des pontes des tortues marines, d'aller observer les pontes des tortues marines. Sur la question, la mairie de Grand Bérébi s'engage. Cette tombe, nous la visitons toujours et nous avons promis en municipalité, et ce sera en municipalité, je vais réveiller encore ces soucis pour que vraiment on mette ça au budget pour que nous puissions entourer cette tombe qui nous fera peut-être un site touristique très important qui viendront visiter les touristes à Bérébi. Au-delà de cette action, la mairie veut exploiter son potentiel touristique avec intelligence parce que Grand Bérébi est grosse d'opportunités. Nous avons des cascades ici, au niveau de la Dodo, précisément à Traillé. Il y a la cascade de la Dodo. Ce n'est pas seulement à la Nawa que nous avons les cascades ou bien à Man, mais à Bérébi, nous avons les cascades ici aussi. Il y a aussi la visite sur la Néro, où nous avons les singes. Il y a aussi les crocodiles de la Néro. Il y a pas mal de sites, tels que le premier vient de le dire, il y a une piscine naturelle à Tabaoulé. Très magnifique. Des opportunités singulières à entretenir. Nous disons à la population que nos sites, nos villages sont des sites touristiques. Avec bon cœur, il faut recevoir tous les étrangers qui viendront pour attirer suffisamment de personnes qui veulent visiter nos pays, notre région. C'est plus la plage est naturelle, plus ça attire du monde. Les Européens, par exemple, ils ont vu plusieurs choses, mais ils ont besoin du naturel. Et c'est ce qui fait la particularité des plages de Grand Bérébi. Voilà qui explique l'avènement de la charte pour régenter les activités du secteur touristique. Il faut que toutes les parties arrivent à bénéficier des retombées du tourisme. C'est-à-dire le guide touristique, la mairie, les propriétaires terriens et les complexes hôteliers qui sont existants dans notre commune. Un secteur que la pandémie a positivement impacté. Les gens avaient l'habitude de voyager soit dans la sous-région, partir sur Dakar ou au Ghana, ou bien même plus loin, à Dubaï ou Paris. Et l'année dernière, pendant toute la crise du Covid, les gens ont préféré voyager ici en Côte d'Ivoire. Donc ils partaient à Yamoussoukro, ils partaient à Amman, ils partaient à Bouaké, et puis sur la région du Bassa-Sandra, San Pedro, puis à Grand Bérébi. Le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, hier parent pauvre du tourisme, est en train de sortir la tête de l'eau au grand bonheur des communes comme celle de Grand Bérébi. Un reportage de Noël Niagno à revoir sur RTI 1. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. On fait le point de la situation au 27 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 27 décembre 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 2408 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date du 27 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 64 527 cas confirmés, dont 61 319 personnes guéries, 707 décès et 2480
90 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 213 207. Le 26 décembre, 58 490 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 880 630 doses du 1er mars au 26 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et voici maintenant 15 ans que ça dure. Le spectacle d'humour Bonjour, produit par la RTI, s'est déroulé samedi dernier. Au Palais de la Culture de Trècheville, plusieurs artistes de renom ont égayé le public qui n'a pas boudé son plaisir. Bonjour 2022 a vu la participation de web humoristes. Un reportage de Serge Pacom Didi commenté par Franck Quadio. Une quinzaine d'humoristes pour cette 15e édition du Bonjour 2022. Le Comedy Show, l'une des activités phares du groupe RTI toutes les fins d'année. De nombreux passionnés de l'humour encore au rendez-vous pour terminer en gaieté l'année 2021. Ces distributeurs de bonne humeur, tous gonflés à bloc, donnent le meilleur d'eux. La Côte d'Ivoire est devenue premier pays exportateur de buzz. L'innovation pour cette édition, la participation de web humoristes tels Eunice Zinon, Maman de Dodo, entre autres, coup de maître. Vous me connaissez, je dis. Bonjour 2022, récital d'humour, mais aussi détection de nouveaux talents. C'est ma première fois de jouer à Bonjour. C'est l'occasion idéale pour montrer au public ivoirien qu'il y a vraiment de la relève. Le public a réagi très positivement. Le grand Bamba Bakari, qui était de la fête ce soir, qui a été honoré. Bamba Bakari, c'est le précurseur de l'humour en Côte d'Ivoire. Il faut rendre hommage à cet homme, le directeur général de la RTI, qui a mis tout à notre possession pour que nous puissions réussir cet événement. Un spectacle d'humour haut en couleur, fou rire, hurlements, joie, applaudissements dans la salle, esbrouf et satire se côtoient aisément au grand plaisir du public. Les spectateurs, à leur tête, le directeur général de la RTI, la ministre d'État Kandia Kamara, le gouverneur du district d'Abidjan Begré Mambé, traditionnels invités, ne boudent pas leur joie. C'est un spectacle de très haute qualité. Les idées étaient denses et le langage était très clair. Et en plus de cela, il y avait beaucoup de possibilités de trouver là l'humour typiquement ivoirien. On a passé une très belle soirée. Rendez-vous est alors pris pour le 1er janvier 2022 sur le coup de 20h50 pour la télédiffusion de Bonjour 2022. Et dans l'actualité hors de chez nous, le Sénégal a inauguré ce lundi 27 décembre son premier train express régional. Il va relier Dakar à la ville de Diamniadio sur un tronçon de 35 km. Le TER porte la promesse de désengorger la capitale, notamment connue pour ses bouchons monstres. Sa mise en service a été plusieurs fois reportée depuis le lancement des travaux début 2017. Le TER de Dakar a pour ambition de transporter 115 000 personnes par jour, une fois son rythme de croisière atteint d'ici 2 semaines. Le projet a coûté 780 milliards de francs CFA. Une semaine de deuil national a été décrétée en Afrique du Sud pour l'icône de la paix, l'archevêque Desmond Tutu, décédé dimanche à l'âge de 90 ans. La disparition de cette immense figure morale de la lutte contre l'apartheid a suscité une avalanche d'hommages à travers le monde entier. Desmond Tutu sera inhumé le 1er janvier 2022 après des hommages mérités dus à son rang d'homme de paix et de cohésion sociale. Avant de refermer ce journal, je vous propose de suivre ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, un communiqué relatif à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il est lu par Abou Sanogo.
La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République selon l'ordre du passage ci-après. 7h30 et 8h30. Installation des hautes personnalités de l'État prenant part à la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Madame la ministre du Plan et du Développement, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de la Promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement. 9h, 9h20. Groupe 1. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le directeur exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD. 9h20, 9h30. Groupe 2. 5 représentants par institution de la République ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiateur de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Madame et Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Messieurs les premiers avocats généraux des parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Monsieur le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Mesdames les présidentes des tribunaux de première instance de Yopougon et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce et de Yopougon. 9h50 et 10h20. Groupe 3. 9h50 et 10h. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h30. Groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, et leurs collaborateurs. 10h50, 11h20. Groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Messieurs les présidents des autorités de régulation. Messieurs les présidents des chambres consulaires. Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État. Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles. Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATCI. Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme. 11h20, 11h50. Groupe 6. Monsieur le vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 20 membres du Forum national des confessions religieuses. Monsieur le président et 20 membres du Conseil supérieur des imams. 12h, fin de la présentation des vœux de Nouvel An à Monsieur le Président de la République. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la Présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie.
Notez bien, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021, de 9h à 17h. Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'heure de passage indiquée dans le présent communiqué, dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Ce journal est terminé. Toute la rédaction de RTI 1 vous remercie de l'avoir suivi. L'info revient demain matin dès 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir à tous et que la paix soit à tous.